Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie Lefebvre. Je suis formatrice et facilitatrice en design et innovation et notamment fondatrice d'Emi Digital. Donc, principalement, je forme depuis plusieurs années sur le design thinking et depuis quelques temps sur le design circulaire puisque j'intègre l'économie circulaire, les outils, les méthodes et les pratiques qui ont été créés par Circulab, si certains d'entre vous connaissent puisque je suis formée et je fais partie de la communauté de Circulab. Donc, je vais en parler pendant le webinaire, vous allez comprendre tout ça. Emi Digital, c'est quoi? C'est un lab d'innovation centré sur l'humain. Un lab parce que quand on vient voir Emi Digital, c'est parce qu'on a un projet qui nous concerne parce qu'on a envie de développer ses compétences, d'être plus dans des compétences de management collaboratif, de facilitation, d'innovation, de créativité. Et puis, ou alors on a envie, on a un projet, on veut créer une entreprise, un concept, ou on veut développer des nouvelles manières de travailler dans son entreprise, dans son collectif, par exemple. Et on va donc à la fois nous accompagner sous forme de formation. On est donc certifié Calliope, on a notamment la formation Design Thinking et Design Circulaire au CPF. Donc, on va faire soit de la formation, soit on va faire de l'accompagnement projet, de l'accompagnement design sprint, de l'accompagnement séminaire ou coaching sur des projets et développement de compétences. Donc, on tourne vraiment autour du design d'expérience utilisateur, du design thinking, l'intelligence collective, le design circulaire, l'agilité, la créativité, l'innovation. Donc, on peut accompagner soit en présentiel, soit à distance. Et pour ce webinaire, les 3 objectifs que je vous propose, c'est déjà de partir ou repartir du design thinking pour comprendre vraiment ce que c'est cette méthode. Et ensuite, vous verrez comment, moi je vous fais une proposition de faire évoluer le design thinking à l'aide des outils du design circulaire, de Circulab notamment, pour arriver à ce qu'on appelle du design circulaire pour concevoir de manière plus responsable et durable finalement. Et puis à la fin, je vous présenterai notre formation que l'on propose justement pour apprendre tout ça, toute cette démarche. Est-ce qu'au niveau des objectifs, c'est OK pour vous? Vous pouvez me répondre dans le chat. Là, je vous vois dans le chat. Je fais une petite pause pour voir votre feedback. C'est OK. Alors, on y va. On va commencer déjà avec le OOCLAP, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais vous poser la question. Si je vous dis design thinking, mais avant, je vais vous proposer de vous connecter. Alors, je vais lancer en fait le jeu de OOCLAP. Et là, vous avez un QR code qui apparaît à l'écran. Vous pouvez prendre votre smartphone, le flasher. Ça va vous ouvrir directement sur la plateforme participative. Sinon, vous allez sur ooclap.com et vous saisissez le code événement que vous voyez à droite là sur mon écran, DC JANV, J-A-N-V 23. Voilà, je vous vois vous connecter. C'est parfait. Je vous laisse vous connecter, hein. Vous êtes encore en train d'arriver. Après, vous pourrez rester avec votre smartphone dans vos mains jusqu'à la fin du webinaire, parce que je vais relancer parfois des questions, donc vous pourrez contribuer aussi de cette manière. Bon, j'ai 14 personnes, donc je lance la question. Si je vous dis design thinking, pour l'instant, on ne parle que du design thinking, vous me dites quoi? Le design quoi? Je ne connais pas. J'en ai déjà entendu parler, je veux découvrir. J'ai déjà pratiqué, je suis débutant. Ou vous êtes un pro du design thinking. Donc, nous avons déjà 2 pros du design thinking dans le webinaire. Des personnes qui ont déjà pratiqué, mais plutôt débutants, ou des personnes qui veulent découvrir, mais en tout cas, a priori, ça vous parle déjà à tous. Donc, il reste 2 personnes qui n'ont pas donné leur avis, qui ne se sont pas positionnées. Voilà, bon, en tout cas, on a la tendance.
plutôt débutants sur le design thinking, avec deux personnes qui sont pros et 3 personnes qui veulent découvrir. Alors, du coup, pour les personnes qui sont déjà pros, j'espère que ça va vous convenir sur le début. Je vais reprendre une petite présentation justement des bases du design thinking pour voir après comment on vient intégrer le design circulaire dedans. Donc, j'espère que ça vous ira. Donc, pour justement revenir sur qu'est-ce que le design de base, comme disait Steve Jobs, la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Or, le design, c'est comment ça fonctionne, c'est comment ça marche. Donc, partons du principe que le design, c'est vraiment une stratégie de conception. C'est une manière de concevoir. Concevoir des projets, des produits, des services, des concepts d'entreprise, des collaborations, des manières de travailler, etc. Mais on est vraiment dans comment ça marche. Comment, concrètement, on va interagir, comment on va faire vivre notre solution. Ce n'est pas ce qui est beau. Ça, c'est la couche esthétique qu'on peut rajouter en dernière étape, finalement. Le design thinking, alors, en partant de ce point de départ, c'est à la fois une démarche parce qu'on va suivre en fait un process. Je vais vous présenter le process double diamant lors de la présentation, là, tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment ce process qui est important de suivre, de prendre en considération et de déployer. Au-delà du process, une fois qu'on a bien compris le point de départ, aller voir les utilisateurs, faire de l'immersion, aller jusqu'à déployer toutes ces étapes, il y a aussi un état d'esprit à avoir, à développer. Peut-être un état d'esprit qui n'est pas à développer spécialement, mais qui est plutôt à aller se reconnecter à un état d'esprit que l'on avait déjà, qu'on a perdu peut-être avec les années de travail, etc. Et de se dire, mais en fait, ça, finalement, je l'avais déjà en moi et ça me va très bien, je sais faire. Voilà, en formation, c'est souvent ce qu'on découvre. Ce n'est pas toujours nouveau, c'est juste se reconnecter à quelque chose qu'on avait déjà en soi. L'état d'esprit, pour faire simple, c'est un état d'esprit collaboratif. C'est faire avec les autres, faire ensemble. C'est un état d'esprit dans la coopération, dans la co-construction plus que dans la compétition. Aussi, d'expérimentation et d'apprendre par l'erreur. Voilà, d'être vraiment dans d'un état d'esprit d'expérimentation. Je fais, j'apprends. Donc, de toute façon, je n'ai pas peur d'oser puisque dans tous les cas, je vais apprendre. Et plus je vais apprendre rapidement, plus je vais évoluer. Donc, ça marche, mais vraiment à titre individuel et collectif. Il y a encore d'autres principes dans l'état d'esprit, mais je ne vais pas tous les dérouler là. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu cet état d'esprit. Est-ce que les personnes qui sont surtout là, les pros du design thinking, vous me suivez et vous validez ou pas ce que je viens de dire déjà sur l'état d'esprit et la démarche pour vous faire un peu participer? Tout à fait, Olivier Lefebvre, merci. Alors, effectivement, démarche, état d'esprit et après, concrètement, comme c'est une méthode, le design thinking ou le design expérience utilisateur sont très proches, on utilise des outils. On les apprend, on apprend à les utiliser. Après, on peut créer des nouveaux outils. Mais voilà, je vais vous en évoquer quelques-uns là tout au long du webinaire. Mais avant tout, c'est une pensée centrée utilisateur, centrée même humain. Pour qui on conçoit, pourquoi on conçoit. Est-ce qu'on peut intégrer ces personnes dans la conception, dès le début, sur plusieurs phases de conception? Voilà, c'est vraiment toujours avoir en tête nos utilisateurs et avancer avec eux, en fait, pour concevoir. Là, on est dans l'état d'esprit du design thinking. Et par rapport au process, ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va vraiment pratiquer, quand on pratique du design thinking, ça peut être sous forme après de design sprint, sous forme, pourquoi pas même de hackathon sur des temps plus courts. Mais on est vraiment en mode projet sur de la conception. On va traverser toutes ces étapes. Donc, on va avoir toujours un problème initial. Donc, on va partir d'un point de départ, soit une problématique qu'on a rencontrée, quelque chose, un problème de société, un problème marché ou un problème qu'on a envie de résoudre, ou une idée qu'on a envie de porter, qu'on a envie de développer, par exemple. Ou un projet actuel, une solution qu'on a envie de re-questionner et faire évoluer. Voilà. On peut faire du design thinking sur un projet déjà existant et le faire évoluer. En tout cas, on a un point de départ. Ce point de départ, on est OK aussi
pour le remettre en question. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir déjà la solution claire, nette et précise dans la tête avant de partir, parce qu'on sait que dans tous les cas, on va re-questionner le pourquoi du comment. Donc, par la première étape, qui est une étape d'immersion. Donc, c'est une étape divergente dans laquelle on va ouvrir le champ des possibles. On va sur le terrain, on rencontre les utilisateurs, on rencontre les différents intervenants qui pourraient intervenir dans l'usage de notre solution. Et puis, on va les observer, les écouter, les questionner, chercher à les comprendre. Et en fin de phase d'immersion, à les interpréter et voire même à les modéliser pour qu'on puisse après avoir des éléments, des outils qui vont nous accompagner jusqu'à la fin du process. Donc ici, c'est aussi le moment d'aller voir des experts pour questionner sur le sujet, sur le projet sur lequel on veut travailler. C'est d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, d'aller chercher de l'inspiration et de questionner peut-être un existant, de faire un audit de l'existant. Donc, en termes d'outils, je vous donne quelques noms. On ne va pas les détailler, mais au moins, vous verrez ce qu'on pratique au-delà du process, c'est l'outil concret à l'intérieur. On va avoir donc, par exemple, des interviews utilisateurs. On peut faire des focus group, on peut aller observer sur le terrain, on peut faire des sondes culturelles. On peut après donc interpréter sous forme de persona, carte d'empathie, cartographie d'expérience, comprendre l'utilisateur dans son quotidien, présent et sur son vécu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il vit et comment il ressent les choses et quelle interaction il a avec la solution, son environnement, etc. Donc, une fois qu'on a fait cette première phase, effectivement, on a ouvert largement nos chakras et en général, le problème ou l'idée qu'on se faisait dès le départ a déjà été un peu bousculé. Est-ce que les personnes qui pratiquent le design thinking me suivent aussi là-dessus? Est-ce que vous pouvez aussi me dire votre feedback? Parce que cette phase est une phase qui peut parfois bousculer. Il faut être prêt. Yes. Donc, Philippe et Olivier confirment, Aline aussi. Donc, c'est vraiment très passionnant d'accompagner, alors soit de le faire ou d'accompagner un client, un porteur de projet sur cette dimension-là. La première phase, elle est fondamentale. Ensuite, une fois qu'on a fait la phase d'immersion, on va converger. Converger sur la problématique ou les problématiques majeures sur lesquelles on a envie de se positionner en termes de concepteurs, en termes de designers pour aller trouver des solutions qui vont répondre donc à un besoin des utilisateurs ou des besoins sur lesquels on va donc travailler sur une désirabilité. Donc, on va poser des questions, par exemple, sous forme de comment pourrions-nous? Comment pourrions-nous faciliter les voyages en itinérance de Mélanie qui souhaite partir 4 jours dans le parc naturel du Massif central, par exemple. Je dis ça, je dis rien, c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc ça, c'est un exemple. Donc, si j'ai compris sa problématique, par exemple, sa problématique, c'est d'être allégé au niveau de ses bagages. C'est vraiment le problème, ce qu'on a rencontré, ce qui aujourd'hui peut-être l'empêche de partir en itinérance. Donc, on va poser un point de départ, un challenge sous forme de comment pourrions-nous, vous voyez, au milieu des 2 diamants, on ferme le premier diamant, et après, on est prêt à réouvrir le 2e diamant en phase de divergence. On va se baser sur nos recherches qu'on a fait en phase d'immersion, qui sont modélisées sous forme de persona, des cartes d'empathie ou des cartographies d'expérience, et plein d'autres outils qui peuvent nous être utiles, et notre question, notre challenge. Donc, on part en phase de co-création sur des ateliers de co-design, de créativité, sur lesquels on va chercher à apporter des solutions, à apporter des idées. Et ici, on va retrouver plein d'ateliers de créativité, d'idéation, lors desquels on va avoir plusieurs personnes autour de la table et surtout avoir une diversité de profils, de points de vue, de compétences. Et parfois, on peut même intégrer donc les utilisateurs dans ces phases d'idéation et de recherche de solutions. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher plein de nouvelles idées, de construire sur les idées des autres, de travailler en méthode collaborative, être le plus visuel possible, booster la créativité, par exemple, avec des contraintes. Et puis, après, de prendre des décisions en fin de séance de phase d'idéation pour concrétiser une solution, en fait, valider une hypothèse et aller la tester auprès des utilisateurs, donc une hypothèse de solution. Donc pour ça, après, on passe en phase de prototypage, donc en design thinking, on prototype une idée, on prototype un concept,
On prototype une expérience, un service, un produit, un espace, une interface. Et puis, on essaye de prototyper à plusieurs étapes. Il y a plusieurs niveaux de prototypage pour aller valider dès qu'on avance, dès qu'on évolue dans la solution. On va retourner en fait tester. C'est-à-dire qu'au tout début, on peut faire juste un storyboard pour un concept et on va tester le concept. Le concept implique, par exemple, après la conception d'une application. Après, on va commencer à prototyper l'application. Puis, on va avoir plusieurs niveaux de prototypage jusqu'à ce que ce soit vraiment validé par les utilisateurs. Et à la fin, on va pouvoir valider un projet. Pourquoi pas écrire un cahier des charges et implémenter, déployer ce projet, cette solution. Donc ici, c'est vraiment de gérer un projet. On fait du design thinking vraiment tout en amont pour valider une idée ou un concept. Voilà. Est-ce que sur cette présentation, ça vous suffit pour comprendre déjà ce qui est évoqué par le design thinking, avant de parler du design circulaire? Une méthode de conception qui suit ce processus de compréhension des utilisateurs et de s'assurer qu'on répond vraiment des besoins en re-questionnant, en posant un challenge, en allant chercher plein d'idées, plein de potentielles idées, et puis après, en prototypant. Et tout ça, ça se fait de manière collaborative. Est-ce que ça vous paraît clair? Très bien. Alors, du coup, je vous emmène maintenant visiter la suite. J'avais vraiment mon souhait sur ce webinaire. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'anime, donc merci de m'avoir fait confiance et de venir à ce rendez-vous. J'avais vraiment le souhait d'abord de partir sur le design thinking pour voir un peu la démarche avec le design circulaire. Voilà, donc le design thinking, je reviens dessus, c'est quand même l'empathie, la collaboration, l'itération, ça c'est nos principes clés. Et maintenant, concrètement, comment on va évoluer vers ce qu'on appelle le design circulaire? D'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez des idées avant même que je vous parle de la suite? Est-ce que vous avez des idées déjà? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent le design circulaire, qui le pratiquent, vous avez peut-être des outils ou autres. Qu'est-ce qui change quand on passe du design thinking au design circulaire, selon vous? Pas d'idée? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que l'objectif initial, qui était en design thinking, on vise surtout la désirabilité, la faisabilité et la viabilité? D'accord, donc on réfléchit à la fin de vie du produit. Par exemple, donc on pourrait commencer à intégrer des notions de circularité. Fin de vie, par exemple. Plus de contraintes d'origine circulaire, nous dit Olivier. Oui, plus de contraintes liées à la circularité. On prend en compte les entrants et les sortants pour garantir la soutenabilité, nous dit Olivier. Ça en fait partie aussi. On peut, par exemple, utiliser l'existant. Donc, on va chercher au-delà, en fait, du premier niveau de solution. On va aller intégrer d'autres paramètres. Tout à fait. Alors, du coup, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de la brique de jus d'orange. Je ne citerai pas de nom, une brique classique qui, aujourd'hui, répond à un marché. Donc, si on commence déjà pour parler de conception rationnelle, avant de parler du design thinking, économie circulaire, design circulaire, etc., parlons juste marché rationnel. Il y a du business, il y a de l'offre, il y a de la demande, et il y a de la technologie. C'est techniquement réalisable. On dispose de ressources, de machines, de réseaux de distribution, etc. Donc là, on pourrait faire un business sur la brique de jus d'orange classique. Et aujourd'hui, on est d'accord que ça fonctionne. On en trouve dans tous les supermarchés, donc effectivement, il y a un marché. L'objectif avec le design thinking, c'est de faire évoluer ces deux sphères-là et de rajouter une sphère, la sphère de la désirabilité et de l'humain. C'est-à-dire qu'on va considérer des besoins ou des nouveaux besoins, ou en tout cas les besoins qui n'étaient pas vraiment pris en compte,
des besoins qu'on veut prendre en compte pour améliorer finalement l'expérience. Donc, ça peut être une notion de plus de plaisir, une meilleure santé, avoir plus de vitalité, peut-être avoir plus d'informations, connaître la traçabilité des produits, et j'en passe. Vous voyez, c'est de se dire avec le design thinking, au-delà de fournir purement et simplement du jus d'orange, on va chercher à comprendre en fait ça répond à quel besoin. Et est-ce qu'il y a d'autres besoins derrière, sous-jacents, qui ne sont pas identifiés, sur lesquels on va pouvoir apporter de la valeur auprès de nos utilisateurs. Là, c'était pour vous présenter les 3 piliers du design thinking. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'on constate que 80% des impacts environnementaux et les coûts d'un produit se définissent à l'étape de conception. C'est la Commission européenne qui le dit, d'ailleurs. Donc, si on prend en compte que dans notre société, les impacts environnementaux, je dirais même sociétaux, pourraient être diminués si on concevait différemment. Vous me suivez? C'est de se dire que c'est pas après, une fois qu'on va déployer, on met sur le marché, où on va se dire, mais finalement, en fait, quel impact j'ai produit avec mon nouveau service, mon nouveau produit, mon nouveau concept. Donc là, on va rajouter cette notion de se dire, au-delà de répondre aux besoins des utilisateurs et de leur créer une expérience nouvelle sur l'aspect désirabilité, eh bien, on va rajouter quelque chose. Donc, par rapport justement à cette brique de jus d'orange, si on partait de ce principe-là, imaginons, qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur le concept de la brique pour que ce soit plus vertueux? Imaginons on est à la conception d'une nouvelle brique et on se dit, bon, au-delà d'être désirable auprès des clients, des consommateurs, on a envie que ce soit vertueux. Qu'est-ce qu'on pourra apporter à cette brique? Donc, moi, je vous pose cette question et l'idée, c'est de participer, comme tout à l'heure, sur le WooClap avec votre téléphone. Donc, je vais repasser à l'écran le WooClap. Je vous remets aussi éventuellement le QR code, mais je vois que vous êtes encore connecté, donc je vais vous lancer la question. C'est un petit brainstorming en ligne, il y a 1 minute 30. Si vous pouvez lancer vos idées, voilà, comme ça, c'est pour voir un petit peu à prime abord ce qu'on pourrait y trouver dans cette nouvelle brique qui soit plus vertueuse. Alors, pendant 1 minute, je ne vais pas commenter, comme ça, je vous laisse réfléchir et je commenterai quand la minute sera écoulée. Il vous reste 40 secondes pour donner des idées d'amélioration par rapport au produit de la brique de jus d'orange pour que ce soit plus vertueux. C'est presque terminé. Il vous reste 10 secondes. Et c'est terminé. Alors, normalement, vous voyez à l'écran les résultats du groupe que vous formez, même si vous êtes à distance. Alors, on y trouve donc une meilleure empreinte carbone de la brique et du jus d'orange, une distribution plus responsable socialement. Donc, on pourrait penser effectivement les circuits de distribution et également l'empreinte carbone de la brique, voire même peut-être la ressource utilisée, je pense, pour produire la brique. Peut-être que c'est ce que vous aviez pensé quand vous avez donné cette idée. Une brique qui soit compostable. Donc là, on pense finalement le recyclage de la brique. Plus aucun film plastique. Donc là, c'est carrément dès le début en termes de conception. Donc la ressource utilisée ne prend pas en compte de plastique. Ça peut être aussi la consigne. Une bouteille unique à remplir avec le système de vrac. La traçabilité. Matière 100% recyclée.
Très bien. Pensez la transformation de la brique via des activités manuelles éventuellement, du recyclage, réexploiter le produit, travailler la matière de la brique et du bouchon, maximiser les circuits courts. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de notions de ressources. C'est quelles ressources pour la brique? Et en même temps, vous avez commencé à évoquer aussi tout ce qui est circuit court, j'imagine, à la fois peut-être pour créer la brique, mais aussi pour le contenu. Quelle énergie consommée à la production, quel recyclage, quel matériau utilisé et réutilisation de la brique. Super. Merci à vous pour votre participation sur cette question. Et je vous propose de vous présenter un exemple qui est vertueux. C'est un exemple qui est beaucoup présenté par Circulab, notamment par Justine. Donc, je précise que Justine m'a largement inspirée sur ce modèle, je trouve, parce qu'il a vraiment du sens. Donc, les vergers du Mékong. Par exemple, vous retrouvez au niveau du packaging, vous retrouvez le même type de brique, finalement. Donc là, tout le concept se joue non pas dans la brique, mais va se jouer à la fois sur la qualité du produit par rapport à la désirabilité pour les utilisateurs. Mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire des vergers du Mékong. En fait, c'est donc une société familiale qui a été créée dans les années 2000 et qui se trouve au Vietnam, dans la région du Mékong. La région du Mékong, il faut savoir que c'est donc une région qui est très riche au niveau de la qualité des sols, mais qui est à la fois très vulnérable par rapport au changement climatique, par rapport, par exemple, à des crues qui peuvent arriver, des crues salées et qui vont rendre les sols salés et toute la production devient salée. Donc, il se pose une question de protection finalement des sols, des terres et pas que. Également, en fait, des agriculteurs et des paysans qui cultivent cette terre. Donc, vraiment, cette entreprise qui a créé toute la gamme à la fois de jus de fruits et de confitures, les vergers du Mékong, prend en considération à la fois les utilisateurs dans la désirabilité, mais a décidé aussi à travers ce projet, son business, d'aider les paysans à la fois qui disparaissent par rapport à des problèmes économiques et par rapport à des problèmes écologiques. Donc, ils se sont dit, on va les accompagner, on va les aider. Donc, ils ont mis en place pas mal d'actions, dont, par exemple, ils ont créé des fermes pilotes, donc des fermes qui fonctionnent en agroécologie, dans lesquelles ils vont les accueillir et en fait, ils vont les accompagner à travailler autrement, à travailler avec qualité et respect des sols. Ils ont aussi mis en place une application il y a 3 ans sur laquelle l'application va permettre aux producteurs d'analyser leur culture et d'améliorer la technique. Ils donnent aussi beaucoup de conseils pour améliorer la culture. Ils ont mis en place des systèmes de récupération des déchets organiques, des composts, etc. Et en réalité, ils travaillent en collaboration avec leurs producteurs qui deviennent des partenaires. Donc, en fait, ils ont créé tout un réseau. Ça devient plus un écosystème plutôt qu'avoir des jeux de pouvoir vraiment purement business et économique. C'est de se dire, mais en fait, ensemble, on a un produit à vendre, on a des produits. Ils travaillent aussi sur la préservation des produits rares qui s'éteignent. Et donc, ils produisent du produit naturel, mais en même temps, ils régénèrent les sols et ils prennent soin de la terre. Donc, ça, c'est un exemple, je trouve, qui parle beaucoup, dans lequel on va avoir à la fois une sphère économique, la sphère économique que vous avez vue tout à l'heure, de base. Donc ça, on répond à la sphère économique, il y a un marché. On va avoir la désirabilité, mais la désirabilité, elle ne prend pas en compte sur ce projet-là uniquement les utilisateurs, les consommateurs, mais elle va prendre en compte d'autres humains qui font partie de l'écosystème, qui sont parfois peu considérés, donc notamment les paysans. Et puis la faisabilité, parce que techniquement, c'est carrément réaliste et réalisable, et c'est vertueux pour la nature, pour la planète, etc. Donc voilà pour un exemple, voilà comment on pourrait faire évoluer un concept autour d'un produit simple, de grande consommation, la brique de jus d'orange. Est-ce que vous pourriez me faire un petit retour dans le module discussion pour me dire ce que vous en pensez de cet exemple? Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous voyez bien la différence de la simple sphère utilisabilité
que l'on a en design thinking, de voir un petit peu le cran en dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cet exemple vous parle déjà? Parce que je ne vois pas de participation dans le module de discussion. Merci Olivier, Nathalie. N'hésitez pas à vous exprimer, c'est hyper important d'avoir un feedback. En tout cas, moi, ça m'aide aussi à adapter ma présentation. Donc, l'exemple est clair. Parfait, c'est intéressant et ça vous donne donc un exemple. Pour maintenant passer sur la suite à travers cet exemple, je vais vous parler des piliers, des questions qu'on se pose en design thinking et comment on arrive maintenant sur le design circulaire. Donc, en design thinking, vous l'avez vu, les 3 piliers. Les questions qu'on se pose globalement à la phase de conception, c'est qui est mon utilisateur? Qui sont mes utilisateurs? Quels sont ses usages? De quoi il a besoin? Ensuite, on a les piliers de l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, on va se poser des questions plus sur quel est le cycle de vie du produit, du service, quelles sont les ressources utilisées à chaque étape, comment allonger leur durée d'utilisation et optimiser leur usage. Donc, on est plus sur des objectifs, quand on parle d'économie circulaire, plus que sur de la stratégie de conception. Parfois, on peut avoir des projets qui répondent aux objectifs de l'économie circulaire, mais qui ne répondent pas à un besoin de désirabilité. Donc, c'est pour ça c'est un constat qui va nous permettre d'évoluer vers des stratégies de conception. Par rapport à l'économie circulaire, juste pour reprendre déjà les bases, savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, effectivement, on fonctionne sous forme de cycle et de boucle, hein, de circularité. Le but étant de générer tout le temps de la circularité et d'éviter le déchet. Donc, en fait, le recyclage avec l'économie circulaire, c'est vraiment la dernière étape. C'est vraiment quelque part au pire des cas. Donc, avec l'économie circulaire, on va penser vraiment en amont et on va imaginer déjà à la fois par rapport aux matières premières, par rapport aux ressources, par rapport après à allonger la durée de vie et de l'utilisation. Peut-être par rapport au réemploi, se dire que notre produit, à la fin d'un usage pour un utilisateur, ça peut devenir un autre usage pour un autre type d'utilisateur, donc beaucoup de réemploi. Il peut y avoir de la penser et permettre la réparation, chose qui n'est pas toujours possible dans la plupart de nos biens de consommation. On peut donc réparer, refaire, moduler et à la fin, au pire des cas, au moins recycler. Donc ça, c'est vraiment les objectifs et les principes de l'économie circulaire. Mais comme je vous disais, ce n'est pas une stratégie de conception. Donc ça, tout seul, ça a ses limites. Alors, avec le design circulaire, et là, je prends le schéma qui vient de Circulab, dont je vous parlais, parce que c'est vraiment pour moi la référence sur le design circulaire, eh bien, on va rajouter une 4e brique, qui est la brique de la nature et de la circularité au design thinking. Donc, n'oublions pas qu'on est quand même en stratégie de conception. Donc, il y a un business, c'est techniquement faisable, on répond à des besoins utilisateurs, voire d'humains, parce qu'il n'y a pas que les utilisateurs, et en plus, on va prendre en compte la nature et la circularité à travers notre stratégie de conception. Donc, les questions qu'on va se poser, elles sont, je trouve, augmentées par rapport au design thinking. On va poser des questions déjà autour de l'écosystème. Quel est l'écosystème naturel, social, environnemental dans lequel mon produit et mon service évoluent? Donc ça, on se pose la question dès le début, en phase d'immersion. On se pose aussi la question de quels sont les besoins au sein de cet écosystème. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, avec les vergers du Mékong, on se pose aussi les questions en lien avec les paysans. Et non pas que les utilisateurs, ils font partie de l'écosystème. Donc, de quoi ont-ils besoin? On a besoin d'eux en plus dans le système, donc effectivement, c'est important de les prendre en compte.
Quelle solution apporter pour répondre à ces besoins? Et là, après, on va utiliser les process de design thinking, le process que je vous ai montré tout à l'heure en double diamant, pour répondre à ces questions. Donc, une autre manière de le présenter, c'est de se dire que finalement, le design thinking, on prend en compte les utilisateurs. Et là, je dirais même, peut-on les renommer tout simplement des humains? Parce que moi, je sais qu'on pratique beaucoup, on utilise le mot utilisateur, usager, expérience collaborateur, expérience utilisateur, mais est-ce qu'on peut aussi tout simplement dire c'est des humains, donc tous les humains finalement, pour lesquels on va concevoir, qui ont des émotions, qui ont un système de pensée, un système de comportement. On essaye de les comprendre tout simplement en tant qu'humains et de se dire, en les considérant de cette manière, on arrivera à proposer des solutions qui seront beaucoup plus déjà acceptables, désirables pour ces personnes. Et en plus, ce qu'on propose avec le design circulaire, c'est de se dire, on ne va pas prendre en compte que les utilisateurs, autrement dit, ça peut être les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais on va prendre en compte tout l'écosystème humain qui va intervenir. Donc, c'est toutes les parties prenantes dans un projet. Si on cherche la résilience, par exemple, imaginons, on va par exemple proposer une solution qui est absolument géniale, qui crée une expérience ultime pour des utilisateurs, donc des humains. Et puis, pour le produire, on va exploiter d'autres humains. En tout cas, on ne va pas penser à leur bien-être au travail, on ne va pas penser à les considérer. Du coup, est-ce que c'est vraiment résilient comme modèle? Est-ce que c'est vraiment un impact positif? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Et puis, il y a toutes les autres parties prenantes. C'est vraiment de dire, on prend en compte tout l'écosystème humain. Donc, dès le début, il faut savoir qui va être impliqué dans nos solutions pour pouvoir les prendre en compte. Et puis, au-delà de l'humain, on a l'écosystème naturel parce qu'on dépend de la nature. Et aussi, on peut s'inspirer de la nature. Donc, ça a plusieurs niveaux. Il y a tout ce qui concerne le biomimétisme qui est aussi très intéressant et on en est qu'aux prémices de se dire, mais en fait, parfois on cherche des solutions, mais regardons juste tout simplement la nature, on a la réponse en face de nous. En design circulaire, on va aussi avoir ce nouveau regard. Et donc, s'inspirer de la nature, faire avec elle et puis faire pour elle. Et être vraiment en collaboration avec les écosystèmes naturels et humains. C'est ce qu'on cherche vraiment avec le design circulaire en tant qu'état d'esprit. Et donc, je vous parlerai après d'outils concrètement, comment on peut faire. En tout cas, tout ça, ça peut nous servir à la fois parce qu'on veut concevoir un nouveau produit, on veut concevoir une nouvelle offre, un nouveau design d'espace, par exemple. Dans notre prochaine formation, comme on ne fait que des formations actions sur des vrais projets, le projet, ça va être de concevoir un lab d'innovation, un tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine, qui va permettre de résoudre des problématiques pour plusieurs parties prenantes en matière justement de solutions impact positif. Donc, j'en dis pas trop plus, ce n'est pas le sujet, mais par exemple, il y aura un lieu. Il y aura donc un espace à designer. Donc, on va appliquer du design circulaire, entre autres. On peut aussi, pour les interfaces, ce qui va nous amener à concevoir, par exemple, des applications, des sites Internet qui vont être éco-responsables et beaucoup plus éthiques et durables. On peut penser aussi au design d'organisation, au design de service. Je dis la même chose pour le design thinking, on l'utilise pour tous ces types de projets. Le design circulaire, c'est pareil. On ne va pas se faire l'économie de penser de cette manière-là, en fait, en fonction des projets. C'est le challenge, nous, qu'on se donne chez EMI Digital, en tout cas, de l'intégrer dans tous nos projets. Quelques cas d'exemple. Des cas d'exemple dans le tourisme. Donc, la ville de Dax nous a sollicité après avoir fait plein de formations pendant surtout le confinement, donc avec Xavier et Émilie que vous voyez en photo, que j'aime bien repartager cette belle expérience aussi dans les webinaires. Donc, on a organisé un design sprint pour concevoir des nouvelles offres touristiques pour les curistes à Dax. Donc, le résultat, donc là, on était sur du design d'offres, comment mieux accueillir de manière touristique les personnes qui viennent faire une cure à Dax. Ici, on n'a pas vraiment mis beaucoup de design circulaire, mais c'est pour vous montrer un exemple d'accompagnement qu'on peut faire. Et
j'ai juste l'exemple suivant, où là, on a déjà commencé à intégrer du design circulaire. Donc, on a accompagné la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France. C'est long à dire, j'essaye de ne pas vous perdre. Donc, en fait, c'est la fédération qui gère tous les parcs naturels en France. Donc, à l'intérieur, c'est des gestionnaires, des personnes, des chargés de mission qui vont accueillir sur le territoire des touristes, qui vont avoir comme objectif de développer l'économie et les écosystèmes et de valoriser le territoire des parcs. Donc, ils nous ont sollicité pour concevoir des nouvelles offres touristiques en lien avec les valeurs parcs. Et sachant que toutes les valeurs, enfin, en tout cas l'objet, tout l'objectif, c'était, vous voyez, que le tourisme soit plus durable, local et responsable. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on a mené ce projet. Mais alors, en fait, tout de suite, j'ai pensé à intégrer les outils de la Circulab Toolbox et notamment le Circular Canvas qui permet de créer des business models résilients. Donc, on a utilisé dans ces projets, donc c'est un projet à la base design thinking, mais je rajoute des outils. Et du coup, ça nous permet de s'assurer que la solution, elle soit durable et responsable. Donc, c'est une des manières, à mon sens, de travailler pour trouver des solutions durables et responsables. Ce n'est pas uniquement de connaître toutes les bonnes pratiques de tout ce qui est éco-responsable, mais c'est de se dire, mais en fait, au-delà des bonnes pratiques, comment on conçoit dans cette démarche-là. En mixant les deux, c'est vraiment très puissant, je trouve. Voilà, donc on accompagne aussi l'incubateur de start-up, le Tourisme Lab, en Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, l'année dernière, on n'a pas intégré ces outils-là, mais cette année, on va recommencer en fonction des projets et des objectifs. Pourquoi pas proposer et rajouter justement des outils du design circulaire. Voilà, c'est pour vous montrer juste quelques exemples de projets. Et maintenant, je vais vous présenter, sur la base du design thinking, à quel moment en fait, on vient modifier, en fait, on vient améliorer finalement le modèle du process en double diamant. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Ou peut-être, si vous avez des questions, je vais peut-être faire une petite pause juste avant pour voir si vous avez des interrogations ou des choses dont vous avez besoin, sur lesquelles ce serait important d'avoir des réponses pour continuer. Jusqu'ici, tout va bien, c'est clair. Top, merci. Donc maintenant, touche finale. Comment on fait concrètement? Alors, il me reste 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, il y a les questions-réponses, donc je ne vous montrerai pas les outils, ça me demanderait beaucoup plus de temps. Par contre, je vais vous en parler. Donc, en phase d'immersion, comme vous l'avez compris, on va comprendre les utilisateurs, etc. Eh bien, ici, on rajoute la cartographie de l'écosystème, on questionne le système. On peut aussi utiliser un outil qui s'appelle Value Chain Canvas. Ça, c'est un outil qui va nous permettre d'analyser la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service et de questionner en fait tous ces impacts sur l'environnement économique et social, environnementaux, à chaque étape de conception ou de durée de vie du produit ou du service. Donc, on peut observer ça aussi en phase d'immersion. Ensuite, en définition de la problématique, on va intégrer la résilience dans le questionnement. Donc, pour les personnes qui facilitent déjà du design thinking, si vous faites de la même manière que moi, je questionne comment pourrions-nous, on intègre un verbe d'action, notre persona ou nos utilisateurs, et puis on veut les amener à répondre à des besoins sans intégrer la solution. Mais là, on va intégrer aussi la résilience. Du coup, de version très simple, ça va donner comment est-ce qu'on peut répondre à tel besoin de notre utilisateur, mais en même temps, favoriser de la collaboration, limiter les ressources, être dans des circuits plus courts, etc. Donc, en fonction de ce qu'on aura constaté en phase d'immersion, en termes d'écosystème et puis de chaîne de production, on va rajouter cette notion de résilience dans le challenge qu'on se donne. Et puis, en phase d'idéation, c'est là où, pour moi, où tout se joue le plus. C'est vraiment ajouter, on n'est pas obligé de les mettre à chaque fois, mais par exemple, on peut utiliser dans des cartes de biomimétisme des contraintes ou de l'inspiration et de se dire,
par exemple, en phase d'idéation, on va rajouter des contraintes en utilisant des exemples qu'on peut trouver dans la nature. Il y a aussi toute la phase d'inspiration et de benchmark. On va chercher en phase de benchmark et d'inspiration des exemples qui vont répondre à la résilience pour s'en inspirer après en phase d'idéation. Et juste avant l'idéation, j'ai oublié de le dire. Après, moi, j'utilise des cartes contraintes de la Circulab Toolbox, puisque faisant partie du réseau, alors il y a des outils, vous verrez, je vous donnerai le lien, qui sont directement accessibles. Vous pourrez les utiliser dès cet après-midi. Puis après, il y a ceux qu'on a en plus quand on est membre de la communauté. Et donc, moi, j'utilise des cartes contraintes qui vous donnent déjà plein d'exemples. Et on apprend, en fait. On apprend grâce à ces outils-là et on s'inspire pour trouver des idées qui vont être plus éco-responsables. Après, on va aussi pouvoir intégrer la partner map, donc questionner nos collaborations en termes de partenaires. Vérifier aussi si les collaborations sont très éloignées ou si elles sont le plus locales possible. Et on va essayer de travailler le plus en réseau local aussi. Et puis, le Circular Canvas, qui pour moi est l'outil ultime, c'est vraiment c'est un peu comme l'équivalent du business model Canva, si vous le connaissez, mais qui va vraiment questionner sur les ressources, sur les usages en termes bien sûr de résilience, et puis il va interroger aussi tous les impacts négatifs peut-être qu'on génère avec notre projet, et comment on peut les transformer en impacts positifs. Donc, c'est comme un modèle économique, mais qui intègre vraiment toute la notion de circularité et de durabilité. Donc ici, quand on a vraiment trouvé notre solution, à la fin, on vérifie avec le Circular Canvas si nos idées sont suffisamment circulaires. En général, c'est encore un outil d'idéation qui nous permet d'améliorer la solution. Et après, on peut prototyper, tester, voilà, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, on reste déjà toujours dans cette dynamique d'aller tester auprès des utilisateurs et des parties prenantes du coup. Et puis, on rajoute la phase d'implémentation, c'est-à-dire mise en place d'un plan d'action, identification des partenariats possibles, etc. Voilà pour, dans les grandes lignes, à la fois, ça va être l'état d'esprit, c'est l'intention, le point de départ, hein, qui est, on rajoute une quatrième sphère finalement. Et après, en termes d'outils, voilà ce que je vous propose de découvrir à travers le mix design thinking et design circulaire de Circulab. Que du coup, je propose en formation. Je regarde juste le temps, je suis dans les temps, donc ça va. Comment se former au design thinking? Donc, on a déjà des formations qui sont mobilisables par le CPF, où on a beaucoup de personnes qui viennent se former sur le design thinking pur, on va dire. Niveau 1, niveau 2, on a aussi une formation qui apprend à faciliter et à avoir une posture de facilitateur et surtout de concepteur d'ateliers de design thinking et concepteur et animateur. Et la nouvelle formation que j'ai vraiment la grande joie de lancer pour la première cohorte, donc c'est la formation, on peut l'appeler design circulaire ou design thinking appliqué à l'économie circulaire. Elle est finançable par le CPF. Donc, c'est cette formation dans laquelle on va avoir un projet fil rouge et on va pratiquer tout le design thinking. Et en plus, on va rajouter les outils du design circulaire que je vous ai présentés là sur le double diamant, toutes ces notions-là à chaque étape. Donc, c'est une formation qui dure 35 heures. Elle est à distance. La première cohorte commence le 20 février, elle termine le 28 mars. Et on aura une deuxième promo du 4 septembre au 10 octobre. Sachant que le projet, là, ça va être vraiment de le faire sur un lab d'innovation à destination des personnes qui pratiquent du design thinking, qui ont envie de créer des nouvelles manières de travailler, des nouvelles collaborations et des nouveaux projets à impact positif sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est le projet qui sera mis en application. On va voir s'il y a un projet qui peut être porté par la communauté derrière, ça serait juste génial. Voilà. La formation, elle est donc... on vous délivre, vous passez la certification Design Thinking pour le coup.
même si on rajoute les outils en plus du design circulaire. La formation à distance, elle fonctionne très, très bien. Ça fait des années qu'on l'a fait, surtout parce qu'on utilise Mural. On fait des groupes, parfois des sous-groupes aussi dans Zoom, mais surtout, on a un très bel outil et des bons templates qui nous permettent vraiment de travailler de manière collaborative. On a beaucoup de contenu dans des Padlets, un livret pédagogique absolument complet, il fait 80 pages, on nous dit tout le temps, mais là, vous avez fait ce que vous avez fait, c'est vraiment très qualitatif. Donc là, c'est les retours de nos clients. Des templates, des guides pratiques et surtout, on a le jeu de cartes aussi. N'hésitez pas à le découvrir, le jeu de cartes que j'ai créé à la base comme un outil pédagogique il y a 3 ans et que nous avons financé en financement participatif et qui aujourd'hui fait un peu le tour du monde. Donc, il est très utile pour apprendre le design thinking, c'est parce que c'est un mode d'emploi en fait, et surtout pour concevoir ces ateliers et présenter la méthode aux personnes qui soit ne connaissent pas ou qui participent à vos ateliers. Donc ça, c'est pour nos outils. Le support de présentation, je vous l'enverrai. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur les liens pour voir la formation dont je vous ai parlé. Je vais vous envoyer aussi l'e-book Méthode Design Thinking pour les bases des 5 étapes, des 5 phases. Vous avez un lien vers la Circulab Toolbox. En cliquant sur ce lien, j'ai vu tout à l'heure dans le chat que ça vous intéresse de voir les outils. Donc, vous les voyez, vous pouvez les télécharger ici et déjà les mettre en pratique. Et puis, j'ai passé super vite, je suis désolée, c'était avec ma souris, j'ai passé super vite. Donc, je vérifie juste si je n'ai pas oublié quelque chose à vous montrer. Bon, c'était ça, c'était la suite. Donc, la Circulab Toolbox, vous pourrez découvrir tranquillement tous ces outils. Et puis, notre jeu de cartes, effectivement, pour aussi cliquer et vous le procurer si ça vous intéresse. Grande nouvelle, on lance une communauté des transitions. Donc, toutes les personnes formées chez MiDigital sont conviées à à nous rejoindre dans cette communauté qui est un bac à sable, expérimentation. Il y a beaucoup de contenu, mais surtout, tous les adeptes du design thinking, du design circulaire, des méthodes collaboratives vont pouvoir expérimenter, apprendre entre eux. Et puis, on va faire souvent des événements, voilà, avec pas mal de choses qui vont nourrir la communauté et des accompagnements d'experts. J'ai terminé pour toutes les choses que j'avais à vous dire, donc je vais vous proposer de donner votre avis et je vais répondre après aux questions-réponses et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en poser. Donc ça se passe encore sur Ouklap. Dernière question, si vous pouvez me dire s'il y avait un mot pour décrire ce webinaire, lequel serait-il ? Est-ce que vous souhaitez que je vous remette le QR code? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai personne de connecté. Le support, oui, bien sûr, Philippe, on va vous l'envoyer. Vous avez laissé votre mail pour vous inscrire, donc on vous envoie le support, l'e-book. Et à l'intérieur du PDF, il y a des liens cliquables un peu partout. Vous pourrez voir la formation plus en détail. Vous pourrez aller sur le jeu de cartes, sur les outils circulables. Alors, du coup, la rencontre entre deux mondes. Enrichissant, court. Ah, j'aurais pu le faire plus long, mais en pause déj, je voulais voilà, pas rester trop longtemps. Et si vous voulez que ça dure beaucoup plus longtemps, ça dure 35 heures. On se retrouve en formation avec grand plaisir pour aller explorer, expérimenter toute cette démarche. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'animer cette formation. Ça va donner un gros coup de boost en plus au design thinking, donc c'est cool. Donc, super informative. Ah, le QR code. Une personne. Alors, Rubiela, est-ce que vous pourriez mettre votre mot dans le chat? Je suis aux États-Unis. Top! Donc, on avait une personne, Anaïta des États-Unis. Welcome! Donc, innovant, éclairant, topissime et vertueux. Ben, merci.
Ça me motive, ça m'a donné une bonne énergie pour continuer. Design lead, super. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'ai beaucoup parlé, je crois, j'ai le sentiment. Donc, j'espère que ça a été éclairant pour vous, mais a priori, oui. Donc, maintenant, je vous propose, je vais aller voir les questions-réponses. Donc, s'il y a des personnes qui veulent partir, n'hésitez pas, je vous souhaiterais une super bonne journée. Mais en tout cas, je reste pour la suite pour les questions-réponses, sachant qu'il est 13 h et que j'avais promis que ça ne durerait qu'1 heure. Donc, si vous partez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Et donc, pour les questions, eh bien, je n'ai pas de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions en plus à me poser? Bonne journée, Audrey, Nathalie. Oui, Anaïta, on envoie les slides, bien sûr. Et n'hésitez pas à nous contacter. Il y a Léa qui est là et Pascal aussi qui travaille avec moi, qui était avec vous dans le public. Donc, on vous répondra bien sûr, bien évidemment. Et belle fin de journée à vous. Du coup, je vais clôturer le webinaire puisque vous n'avez pas de questions. Ça avait l'air du coup assez clair. Je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.